Merci beaucoup pour cette introduction. En effet, le résultat des travaux, la vision, comme dit Michel, que j'ai du vitrail en Champagne du Nord découle d'un travail entamé depuis il y a assez longtemps, a commencé en 2001-2002, tout d'abord à l'école des Chartes, l'école des Chartes, puis par mon doctorat soutenu en 2013 sous la direction de Michel Leproux, en effet. Comme vous le savez, la Champagne a été et est toujours une des grandes régions de vitrail en France. Sur les 5000 environ verrières repérées, connues en France désormais, puisque le recensement est désormais fini, même si on peut toujours trouver des vitraux à droite et à gauche oubliés, notamment ceux qui ne sont pas dans les églises. Sur les 5000 vitraux anciens, donc antérieurs à la Révolution française, encore conservés en France, 1600 sont conservés en Champagne. C'est la première région de conservation de vitrail, la seconde étant la Normandie. Donc quasiment, pour la Champagne, quasiment un tiers du corpus conservé. Sur ces 1600 verrières champenoises, 1200 sont conservées dans l'Aube. En effet, c'est le gros morceau, dont 1000, un millier, qui datent de la fin du XVe et surtout du XVIe siècle. Donc il nous reste pour la Champagne du Nord environ 400 verrières, ce qui n'est pas rien. Alors c'est peu par rapport à la Champagne méridionale et à Troyes qui écrase bien sûr dans la bibliographie, l'historiographie, enfin qui écrasait dans l'historiographie le vitrail on va dire de Champagne du Nord, Rémois et surtout Chalonnais, mais 400 verrières finalement c'est beaucoup par rapport à des régions qui en ont bien moins, voire pas du tout. Et sur ces 400 verrières de Champagne du Nord, environ, je n'ai pas fait le calcul exact, mais la moitié ou un peu plus de la moitié datent de la fin du XVe et du XVIe siècle également, donc c'est un corpus qui n'est pas négligeable. Hop. Alors bien sûr, quand on parle de vitrail, je vous ai dit vitrail champenois, tout de suite ce qui vient en tête c'est les verrières de Champagne méridionale, tout simplement puisque donc, elles sont présentes en masse et qu'elles ont connu des études depuis très très longtemps, notamment les études de Biver en 1930, l'école troyenne de peinture sur verre, monographie, plutôt série de monographies prévues en plusieurs volumes, dont seul le premier volume est paru. D'ailleurs, en voyant la masse du premier volume, on peut se demander ce qu'il aurait pu prévoir dans le volume suivant, mais toujours est-il que ce volume est paru, et c'est ce Biver qui a, si vous voulez, façonné la façon dont on a eu pendant très longtemps, la façon de concevoir, d'entrevoir, d'étudier le vitrail troyen. On va revoir des exemples avec cette façon très singulière et très industrielle, on pourrait dire, des ateliers de peinture sur verre troyen, à savoir de produire en masse, facilement entre guillemets, et de façon quasi industrielle, des scènes facilement réagençables. Alors Biver parlait de réalisation de carton à une époque où les questions de carton, de modèle étaient très, très vagues. Bien sûr, depuis, tout ça a été précisé, donc, mais en tout cas, des reprises de modèles, encore et encore, qui permettaient de vitrer facilement avec des découpes assez simples quand même, mais efficaces, des verrières typologiques, notamment, avec de nombreuses scènes. C'est la caractéristique aussi du vitrail troyen, vous verrez, c'est des petites scènes juxtaposées, extrêmement efficaces, pour produire vite et beaucoup. Et en plus une production qui a vraiment essaimé très au-delà de Troyes, et notamment, on le verra, en Champagne du Nord, avec des liens entre les deux. Et donc tout ça, bien sûr, a été revu, et c'est assez normal que dans l'exposition France 1500 au Grand Palais, en 2010-2011, vous aviez, ceux qui l'ont vu, les régions étaient toutes évoquées par des chefs-d'œuvre. La peinture sur verre, bien sûr, était représentée pour un certain nombre de régions, et pour la Champagne, seuls Troyes, et c'est bien normal, étaient représentés par cette écoinçon de la Grande Rose sud de la cathédrale de Troyes, œuvre majeure du corpus, réalisée par trois peintres verriers troyens qu'on reverra par la suite dans cet exposé ce soir, Jean Vérat, Balthazar Godon et Liévin Varin, souvent associés, alors, parfois par trois, parfois par deux. C'est une grande difficulté du trait troyen, c'est d'arriver au-delà même de la question des modèles et des peintres qui fournissent les modèles, de différencier des mains. Ce sont beaucoup de collaborations, et notamment ces trois personnages qui, énoncés par les archives troyennes, tantôt sont trois, tantôt sont deux, et quand on compare les verrières alors qu'on a des noms, parfois tout ça ne concorde pas forcément, donc c'est extrêmement complexe, les modèles, la production étant
sous-traiter et passons d'atelier en atelier pour aussi être plus efficace. C'est ce qui a fait aussi le succès des productions et des ateliers de peinture sur verre troyen. Donc là, on est en 1500, 1502. Et là, quelques exemples, justement, ce que je disais, donc une des verrières, alors j'aurais pu en prendre d'autres, hein, la verrière de la Madeleine, hein, puisque toutes les églises de Troyes sont remplies de vitraux, la Madeleine en particulier, et là c'est une des plus connues, la verrière de la création du monde. Et vous voyez justement cette juxtaposition de scènes, hein, une scène pour chaque registre de chaque lancette, hein, extrêmement efficace, extrêmement didactique hein, aussi. Voilà, c'est sur ce type de verrière que s'est appuyé Buver. Et à droite, un détail. Vous voyez beaucoup, alors bien sûr, c'est une grande technicité quand même, notamment sur les grisailles, mais on trouve énormément notamment de grands aplats de verre qui permettent en fait d'accélérer les processus de création, ce qui n'est pas tout une critique, hein, mais en tout cas, voilà, c'est ce type d'œuvre très troyen qu'on repère assez facilement et qui ont irrigué donc, la Champagne méridionale et bien sûr d'autres régions, on leur verra. Alors là, l'ouvrage qui vient d'être publié s'inscrit dans une tradition, dans une suite d'autres ouvrages. Bien sûr, le tome 4 du recensement des vitraux de Champagne-Ardenne, à gauche, paru en 1998. Alors, j'avais vraiment fait attention, enfin, voilà, ça fait des années bien sûr que je fais les autres. Et hier soir, en le regardant pour la millième fois, je me suis rendu compte que finalement, vitraux de Champagne-Ardenne, on présente quand même essentiellement du travail troyen intérieur, et sans le savoir, en fait, voilà, en couverture, ce n'est pas le vitrail troyen qui est représenté, mais un vitrail de Châlons, qui est un des plus importants, un des plus beaux. Et donc, ce n'est pas finalement anodin que voilà, dans cette masse de vitrail troyen, c'est un vitrail chalonnais de destination, pas d'exécution, qui a été choisi en couverture, on le reverra. Et puis bien sûr, l'ouvrage de Denel Minois sur le vitrail à Troyes, Le Chantier et les Hommes, paru en 2005, qui a repris avec un fort volet d'archives, en particulier en reprenant toutes les archives troyennes qui sont extrêmement importantes, notamment les archives comptables de la cathédrale de Troyes, on reviendra sur les questions d'archives pour la Champagne du Nord, ont permis de préciser un certain nombre de chantiers, de redater un certain nombre d'œuvres. Alors, face à cela, donc, la recherche que j'ai menée, qui était un peu double, hein, dès le début, c'est de travailler à la fois sur les œuvres, on le reverra, et c'est sur ça finalement aussi que je vais axer bien sûr mon propos ce soir, hein, très visuel, mais aussi sur les archives. Alors, la Champagne, les fonds documentaires disponibles en Champagne du Nord et en Champagne du Sud ne sont pas les mêmes. Hein. En Champagne du Sud, hein, vous avez énormément, donc à Troyes, pour faire simple, vous avez énormément de comptes d'église et de registres de délibération d'église. Hein. Ça, c'est absolument gigantesque, c'est une chance, donc énormément de comptes. Alors, les vitraux d'église n'apparaissent pas forcément dans les comptes, puisqu'ils sont très souvent offerts aux cathédrales, aux abbatiales, aux églises. Donc, parfois ils sont payés, mais du coup, très souvent, les peintres verriers y apparaissent pour des réparations ou dans les délibérations, parfois on a le nom, mais c'est vrai qu'en général, le nom des peintres verriers ne transparaît pas dans ces documents, sauf exception. En revanche, on peut documenter tout ce qui est pose de maçonnerie, ouverture des fenêtres, etc. Et en revanche, pour Troyes, quasiment pas de notaire, quasiment pas avant la fin du XVIe siècle. En Champagne du Nord, la situation est un peu différente, hein, à savoir que, alors pour le coup, très peu de comptes, quand même, des séries objectivement assez intéressantes, et en tout cas pas très peu de comptes pour les églises conservées. Là, c'est le grand problème de la Champagne du Nord, c'est qu'on a des séries des églises détruites, mais quasiment rien pour les grandes églises. Cathédrale de Châlons, cathédrale de Reims, il n'y a absolument rien. Et les registres de délibération ont disparu également. On a en revanche des registres de délibération de villes qui sont moins intéressants pour la peinture sur verre. Et puis en revanche, on a énormément de minutes. Alors là pour le coup, c'était les grandes sources. Donc 2 minutiers que j'ai intégralement dépouillés pour Châlons et pour Reims. Donc voilà. Alors les archives, c'est assez frustrant au final. Hein. Alors j'ai trouvé, vous verrez dans l'ouvrage, vous avez un dictionnaire, des axes à la fin, avec énormément de peintres verriers, beaucoup de noms, de carrières, et que je documente souvent par des documents annexes, alors soit des documents de la vie courante, hein, achat de terre, des baux, etc., des réparations, mais finalement assez peu de commandes.
Et pour tout vous dire, en fait, au bout de 20 ans de dépouillement, le seul contrat trouvé pour la Champagne du Nord est celui-ci pour Reims, qu'on connaissait déjà. Donc c'est assez, voilà, ça me donne des envies de dépouillement massif pour trouver autant de documents. Mais ceci dit, c'est quand même intéressant là. Mais donc pour le minutier, des centaines de registres et de liasses, le fond est vraiment important. Commençons à la fin du XVe siècle pour Châlons, mais débutant vraiment au début du XVIe, et Reims commençant un peu plus tard. Autre ensemble extrêmement important que j'ai dépouillé qui existe pour Châlons, c'est les registres de la justice épiscopale. Et ça j'en parlais très rapidement, mais c'était vraiment fondamental puisque, alors revenons aussi au contexte géopolitique de l'époque, donc la recherche portait sur la Champagne du Nord, entendue comme les régions, on va dire vraiment. La Champagne, en fait, si vous voulez, c'est une région extrêmement complexe. Ce n'est pas une région bien définie historiquement, comme des régions à forte connotation qui ont été longtemps des principautés, la Provence, la Bretagne. La Champagne, c'est voilà, une région un peu fluctuante, suivant qu'on parle de région administrative, de région économique, de région géographique ou de région religieuse. Donc c'est plus ou moins de façon religieuse que j'ai pris corpus autour de l'archidiocèse de Reims, qui comprend grosso modo le nord de la Marne actuelle et les Ardennes, et le diocèse de Châlons, qui descendait en fait beaucoup plus bas, qui prend actuellement donc Châlons et on va dire une bonne partie de la Marne, sauf le sud-ouest de la Marne qui dépend de l'Aube, qui dépend de Troyes, mais le diocèse de Châlons descendait beaucoup plus bas, mais dans la Haute-Marne. Mais comme vous avez une forêt en plein milieu et des plaines humides, dans des marais, j'ai fait un effet de mix, donc en grosso modo c'est Reims, Châlons, avec des associations des Ardennes. Avec deux villes fondamentales, Châlons et Reims, sont des villes épiscopales, archi-épiscopales et épiscopales, avec un évêque, un prélat en tout cas, extrêmement fort. Ce qui n'est pas le cas, moins le cas à Troyes, où la ville est quand même un peu plus, la communauté d'habitants est un peu plus vive, même si à Reims et à Châlons, la municipalité a tendance, au cours du XVIe siècle, à essayer de grappiller du pouvoir auprès de l'évêque ou de l'archevêque. Ces évêques et archevêques sont pairs de France, donc assis au sacre du roi de France. Vous avez également des abbayes extrêmement fortes, à Reims, Saint-Rémy de Reims, l'abbaye Saint-Nicaise, des grandes églises paroissiales. Pour Châlons, la même chose, avec Notre-Dame-en-Vaux, qui détenait notamment une relique extrêmement précieuse, donc extrêmement riche, par là même du cordon ombilical du Christ. Voilà, donc vous avez quand même des régions extrêmement riches, et tout un réseau d'églises paroissiales, des bourgeois extrêmement riches qui commandaient des vitraux, d'ailleurs certains en famille avec les familles troyennes, ce qui peut expliquer des liens aussi de commande à Troyes, c'est ce que j'ai pu voir, et puis bien sûr un réseau, on va dire, d'églises sur le territoire qui font un maillage de commanditaires potentiels avec des personnes aussi extrêmement connues, je parlais des prélats, avec les familles de Lorraine, donc le carré de Lorraine, avec des membres de sa famille qui, on va dire, verrouillaient entre guillemets les grandes abbatiales rémoises, la famille Lenoncourt, voilà, et des grands bourgeois qui commandaient en tout ça en lien avec la reconstruction du royaume à la fin du XVe siècle, peut-être moins active qu'à Troyes, ce qui peut expliquer aussi que pour commander des vitraux, il faut soit avoir des chantiers de construction ou de réaménagement, voilà. Et c'est plus naturellement, si on construit une église de neuf, de facto, automatiquement il y a des vitraux. La Champagne du Nord est peut-être moins active sur ce terrain-là, parce que les églises étaient plus récentes et en meilleur état, donc on a eu moins le besoin de restructurer les églises, alors que dans l'Aube, si vous sillonnez l'Aube, quasiment toutes les églises datent du XVe siècle. Alors qu'en Champagne du Nord, les églises ont été largement en bon état depuis le XIIIe siècle, ont été plutôt réaménagées de façon massive un peu plus tard au XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui peut expliquer pas uniquement les différences. Et donc on a donc, cette ville avec des communautés de métiers, et les peintres verriers étaient parmi les principaux métiers organisés. Et c'est ce que, pour revenir à ce que je disais auparavant sur les registres, aux causes de l'évêque de Châlons, c'est que comme l'évêque était puissant, l'organisation des métiers historiquement dépendait de l'évêque et de sa juridiction. Alors, au fur et à mesure, la ville, bien sûr, va grappiller, le pouvoir royal aussi, notamment au XVIe siècle, il y aura une bascule au milieu du XVIe siècle, mais c'est-à-dire que dans ces registres aux causes de l'évêque, qui sont très bien conservés pour le XVIe siècle, quelques manques, on a déjà tous les statuts, qu'on n'a pas forcément, donc des statuts
ces métiers étant de droit juré, c'est-à-dire à Troyes, le métier était libre, auto-organisé, alors qu'à Reims et à Châlons, le métier était organisé. Vous ne pouviez pas exercer le métier de peintre et de verrier. C'est vrai qu'à Châlons et à Reims, je parle de peintre et verrier, puisqu'en fait, c'est deux métiers. Si vous vouliez être peintre et verrier, vous deviez passer deux chefs-d'œuvre. Et cette obligation était extrêmement suivie, puisqu'on voit qu'on a de nombreux procès, y compris pour des peintres, enfin, ou des verriers, peintres verriers, qui travaillaient et qui avaient pignon sur rue très connu. S'ils se mettaient à travailler les uns la peinture, l'autre la vitrerie, alors même qu'ils étaient très connus, voire qu'ils étaient maîtres jurés de l'année, ont eu des procès. Donc c'était vraiment un peu schizophrène sur les bords, on y est vrai. Mais faire un procès aux peintres, enfin un procès pour interdiction, pour exercice illégal de la vitrerie pour le peintre juré de l'année, ça peut paraître un peu étrange, mais c'était vraiment appliqué. Et on a beaucoup, et donc on a ça, les réceptions de maîtres, les problèmes liés à la fabrication, les verrières faites par des chanoines qui n'ont pas le droit, des étrangers, etc. Donc cette masse documentaire, qui n'existe pas forcément ailleurs, a été vraiment extrêmement intéressant pour recréer justement cet environnement et avoir beaucoup de noms aussi. Ça a apporté énormément tous les jurés, les réceptions de maîtres, et aussi de pouvoir, on va dire, envisager les rapports. On parlait tout à l'heure de décloisonner les arts, de voir aussi les rapports éventuellement les rapports des peintres verriers avec les autres métiers. Bon, les peintres, c'est assez logique, mais aussi les brodeurs et les sculpteurs, puisque parfois, pour la réception, par exemple, comme maître d'un brodeur, assistent et sont présents pour réceptionner le chef-d'œuvre, des peintres, des sculpteurs. Voilà. Donc du coup, vous avez tous ces gens dont l'interactivité transparaît dans ces registres. Alors le problème en étudiant le corpus de Champagne du Nord, alors ça n'est pas propre bien sûr à la Champagne, de nombreuses destructions depuis le XVIe siècle, de nombreux documents sur les destructions des protestants, les éclaircissements du XVIIIe siècle, la Révolution bien sûr, mais le cas particulier de Reims et de tout le nord de la Champagne, ce sont les bombardements de 1914 qui ont très largement détruit le corpus vitré de Champagne du Nord. Alors vous savez que le front s'arrêtait au nord de Reims, probablement, et que la ville de Reims a été pilonnée pendant quasiment 4 ans, de façon systématique, par les Allemands, qui visaient délibérément en fait la cathédrale, qui a brûlé intégralement. La ville a été détruite à 80%, et donc et les vitraux n'avaient pas été déposés. C'est d'ailleurs pour ça, en amont de la Seconde Guerre mondiale, dès 1938, suite à ce traumatisme des vitraux de Reims, qu'ont été, dès 1938, démontés une partie des vitraux, puisqu'on se doutait que les bombardements allaient reprendre, que la guerre allait être déclarée. Et donc, alors ça touche bien sûr Reims. Donc là, par exemple, typiquement, je vous raconterai après, vous aviez sous le transept là qui explose, vous aviez la Grande Rose Sud de 1581, vous vous doutez bien. Alors elle avait déjà en réalité été largement endommagée, puisqu'un obus était passé à travers quelques mois auparavant. Voilà, donc à droite vous avez l'état de la nef avec la vitrerie en fait, qui n'est plus en place, parce qu'elle a explosé durant le bombardement. Et en bas vous avez Saint-Rémy de Reims dans l'état après les bombardements. Et vous avez notamment, là vous avez le cœur à droite, et à droite vous avez le transept sud, qui date de la fin du XVe siècle, qui était vitré encore par le Robert I de Lenoncourt, celui qui offre les tapisseries à la cathédrale et à Saint-Rémy, vitraux qui ont été pulvérisés intégralement, il n'en reste absolument rien. Voilà, typiquement, ça c'est le monument historique, ramassant les vitraux au sol, parce qu'il en reste. Voilà, donc du coup, une grande partie, alors là, c'est les Toulousiennes, mais il faut vous dire que toutes les églises, vous avez dans le livre une litanie de verrières documentées, notamment au XIXe siècle, qui ont quasiment été détruites à 80%. Dans les Ardennes, il ne reste plus grand-chose. Et ça, les églises, par exemple, comme Rethel, les vitraux ont été bombardés en 1814, en 1870, en 1914, en 1940 et en 1944 par les Alliés. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose. Bon, après cette petite déconvenue, alors pour Reims, il reste quand même. Alors pour Reims, il y a un peu la grande absente du corpus,
on documente beaucoup de choses, documents graphiques également, hein, c'est le cas ici, mais factuellement, il ne reste plus grand-chose. Vous avez ici la Grande Rose sud de la cathédrale, hein, qui avait été refaite un peu après 1581, suite à une tempête, hein, qui avait enfoncé, c'est le grand classique pour les Grandes Roses, hein, qui ne sont pas suffisamment solides, et lors de tempêtes qui sont enfoncées et qui s'effondrent. Donc là, elle avait été refaite juste après, par Nicolas Dérodé, il avait signé, donc un Christ au centre, et les évangélistes prophètes autour. Alors, une gravure qui vaut ce qu'elle vaut, et on a la chance d'avoir quand même, c'est mieux que rien, dans le fond, le fond d'atelier Simon Marc, qui est maintenant conservé à la mairie du patrimoine et de la photographie, c'est le nouveau nom. Voilà, quelques relevés faits par l'atelier Simon, qui avait au moment de la restauration au début du XXe siècle. Voilà, on a en fait 3, j'en ai mis 2 là. Vous avez le relevé du Christ au centre et de cet apôtre à gauche, qui laisse quand même envisager une peinture de très très grande qualité, des modelés extrêmement puissants, et malheureusement, voilà, c'est tout ce qui nous reste de cette Grande Rose, dont on n'a aucune photo, si ce n'est un vague. Et puis pour Reims, tout ce qui nous reste, en fait, c'est cette verrière à Saint-André de 1560, très remontée, qui, dans l'église Saint-André, martyr de Saint-André dans l'église Saint-André, déplacée à nombreuses reprises, remontée assez largement, qui avait été offerte en 1560 par la confrérie des Archers. Ces vitraux sont offerts, alors assez classiquement, souvent par des familles, des confréries, parfois des ecclésiastiques, rarement finalement, en tout cas dans les exemples que j'ai pour la Champagne du Nord, rarement par l'Église elle-même, trouve toujours un moyen de se faire offrir un vitrail. Voilà, donc, mais une œuvre qui est un peu seule dans le corpus, hein, très étrange par ailleurs en style, avec ce camailleux, enfin cet emploi massif du jaune d'argent, avec quand même beaucoup de pièces restaurées, voilà. Mais bon, ça laisse présager quand même d'un corpus qu'on a quasiment. Alors l'autre problème, même ça vous le savez aussi, mais on a la chance pour la Champagne du Nord, là on va vers Châlons, d'avoir des photos avant restauration. Donc là on sait toujours, le vitrail c'est extrêmement complexe, vous avez déjà la question bien sûr du peintre verrier qui exécute la verrière, du peintre qui a fourni le carton ou le modèle, qui peut être éventuellement le peintre verrier, ce qui est le cas à Châlons. Vous avez compris que les bons peintres sont aussi peintres verriers, les mauvais ne le sont pas forcément. Mais voilà, donc du coup, on ne sait pas trop. Et surtout, là, vous avez typiquement une verrière de cadre dans l'état actuel, à la de Châlons, qui a été très remaniée, puisque alors, à Châlons, la grande activité au XIXe siècle, ça a été de déplacer les verrières de multiples reprises, donc grâce à Guilhermy. Petite ainsi de passage, Guilhermy est en cours de numérisation, et donc les volumes arrivent au fur et à mesure dans Gallica. Vous savez, donc cet archéologue qui décrit les vitraux au XIXe siècle, entre 1840-1860, et qui souvent les voit avant les grands chambardements, grandes restaurations, pendant et après. Et pour Châlons, c'est le cas, et donc voilà, et c'est grâce à lui qu'on sait d'où viennent les verrières qui ont été bougées dans tous les sens à différentes époques. Et donc vous avez à gauche cette verrière dans l'état d'origine, et donc à droite la version restaurée par Steinel et Prévost, de très bonne qualité, et objectivement c'est toujours très difficile. Enfin, sur cette verrière-là, c'était extrêmement difficile de détecter les verres restaurés du XIXe siècle. Et c'est vrai que quand on voit cette photo à gauche, voilà, ça laisse assez rêveur quand même aussi, sachant par exemple cette photo a permis, pour le coup, qui n'est pas connu, enfin, en tout cas pas vu par le tome 3, le tome 4 du corpus, du recensement, que vous voyez à droite le personnage qui est en priant, la tête est considérée comme 19e. Hein. En fait, la tête d'origine. Hein. Voilà, donc du coup, ça pose un décalage. Mais, voilà. Mais ceci dit, effectivement, les restaurateurs au 19e, c'est parmi les meilleurs peintres verriers, et objectivement, c'est très très difficile. Donc voilà, à garder en tête, de toujours avoir un petit peu de... donc ça, c'est une verrière sur laquelle je ne reviendrai pas, qui pose des problèmes d'ailleurs d'attribution, parce qu'elle est un peu seule dans le corpus, avec des modèles probablement parisiens, et qui n'est pas du tout, rappelez-vous les questions champenoises, hein, avec les petites scènes. Là on est vraiment dans autre chose, on est vers 1506 de mémoire. Voilà, autre exemple de verrière qui s'est baladée, vous avez à droite donc, la verrière dans l'état actuel, donc, à Notre-Dame-en-Vaux, vers la Seine, vers 1555-60, enfin 50.
était à 19e, où vous aviez la partie haute, donc tympan, c'est la photo à gauche, le tympan et toutes les lancettes étaient en place, mais la partie centrale, enfin la partie plutôt la scène elle-même, avait été déplacée sous notre verrière. Alors je reviendrai à la fin de la présentation cette question. En fait là c'est des Cosaques qui sont de 1814 qui sont un peu en, comment dire, en fautifs, puisque quand les Cosaques, on est sur la route de Paris, 1814, campagne de France, ils s'installent, ils arrivent à Châlons, on est juste avant, enfin c'est la dernière place avant Paris. Ils s'installent à Notre-Dame-en-Vaux, ils font du feu dans Notre-Dame et ils se rendent compte qu'ils sont un peu enfumés et donc ils sont étouffés et ils se mettent à tirer dans les vitraux pour évacuer la fumée. Et donc la restauration qui en suit, ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient en mettant les... voilà. Et c'est des grandes restaurations de la fin du 19e siècle qu'on a remis, quand on pouvait, en place les éléments disparates qui avaient été... Alors là, c'est pas une erreur, on a carrément déplacé des choses. Enfin, il fallait boucher les trous en fait, tout simplement. Donc on s'est dit, on a 3 lancettes, il y en a 3, mais là on se fichait royalement de la logique. Et même chose, alors là, je n'ai pas la photo, je n'ai pas mise, mais par exemple, même chose que tout à l'heure avec la tête. Photo du centre, registre du bas, donc la scène à droite, était considérée, d'après le tome 4 du recensement, comme étant 100%, dans l'état actuel, 100% 19e. Or là, on voit bien que, en fait, il y a quand même beaucoup de verres anciens dans la... Alors, c'est pas une critique, personne n'est parfait. Mais voilà, mais du coup, ça permet quand même aussi de revenir sur un signe d'assertion. Voilà, donc voilà pour le préambule. Et donc si on prend le corpus finalement, donc j'ai choisi de vous montrer, en fait, de prendre 3 grands temps, trois grands temps du vitrail de Champagne du Nord, et en réalité très chalonnais, vous allez voir, parce que vous avez compris que Reims, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc la question troyenne, en tout cas le vitrail champenois dans son ensemble, 2 figures, Bléville et Étienne de la Vallée, Mathieu Bléville et Étienne de la Vallée, et puis un petit exemple à la fin de vitrail 100% chalonnais, entre guillemets, enfin que je pense, puisque ce Bléville et ce de la Vallée étant un peu le héros du livre paru, enfin de ma thèse, étant en fait, on peut le dire, d'immenses peintres verriers, mais n'habitant pas en Champagne, ce sont des importations, et qui ont eu une importance capitale en Champagne. Alors, cette thèse, malheureusement, malgré tous les dépouillements, tous les efforts que j'ai pu avoir, ne répond pas à toutes les questions que j'avais. La grande question, et qui d'ailleurs sont les mêmes pour le Sud, quid du vitrail champenois au XVe siècle? Ça, c'est un grand mystère. Au XVe siècle, au sens avant 1480-90. On ne conserve quasiment rien. On a des documents, un peu. Bon, on voit bien quand même que la production est moins importante qu'à la fin du XVe siècle. Mais rien ne naissant de rien, on a du mal à comprendre comment, en particulier à Troyes, une production aussi industrielle, aussi importante, avec des centaines de verrières, pour s'être conservées, ça veut dire beaucoup plus, ont pu être produites entre 1480 et 1520, en ne naissant de rien. Ça, c'est impossible. Alors, une personne arrive très bien, elle apporte une production, mais des dizaines et des dizaines d'ateliers, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe, à savoir les productions, les commandes, on va dire du milieu du XVe siècle, de la première reconstruction sous Charles VII. Alors pour l'Aube, on n'en sait rien. Pour la Champagne du Nord, il nous manque en fait des éléments, en particulier la vitrerie de Notre-Dame de l'Épine, qui est le grand chantier autour de Châlons, avec une espèce de cathédrale de la campagne. Donc, c'est comme une cathédrale, mais au milieu des champs, assez étonnant, donc c'est autour d'un pèlerinage. Et il nous manque toute la vitrerie, à part deux petits bouts d'anges par-ci par-là, qui sont intéressants, mais sans plus, donc des années 50-60, donc il ne reste rien. Donc, grand mystère. En revanche, ce qui est intéressant pour Châlons, c'est qu'avant la grande production, on va dire à la champenoise, à la troyenne, on a cette verrière-là, enfin cette double verrière en réalité, puisque à l'origine, ce sont 2 verrières qui se font face dans la cathédrale. On est dans les années 1470, les chanoines décident de reprendre plutôt les travaux de reconstruction, de modernisation de la cathédrale. Ils avaient construit un chœur et un transept, et les dernières travées de la nef, grosso modo, jusqu'au jubé,
au XIIIe siècle, mais il restait encore la nef romane. Donc ils font abattre par morceaux, et donc dans les années 1470, ils construisent une première travée en gothique flamboyant, et elle est vitrée de part et d'autre, et au XIXe siècle, on a réuni c'est-à-dire des dessins et des saintes offerts par deux chanoines de la cathédrale. Et donc là, vous voyez, des grands personnages en pied, extrêmement ronds, d'une très belle qualité, qui ne correspondent à rien. Alors on peut faire des rapprochements éventuellement de la peinture parisienne un peu de l'époque, mais c'est plus une question de type de visage qu'autre chose. Cette œuvre est toute seule, donc on touche peut-être du doigt, là, la production de très haute qualité. Alors bien sûr, c'est très endommagé, les fonds ont été très repris, vous avez les dés qui flottent, il y avait probablement des pinages, tout ça est tellement modifié, il y a même les socles ont été bougés les uns par rapport aux autres. Grâce à Guillermin, on sait que les arbres ne sont pas à son endroit là. Enfin, tout ça est très complexe. À tel point même, pour petite histoire, comment la restauration du XIXe siècle, on avait perdu un des personnages, on avait refait un personnage, un personnage 100% 19e, et 5 ans après la pose de la derrière, on a retrouvé la caisse avec la sainte, je ne sais plus quelle sainte c'était, dedans. Donc on a éliminé en fait les théories 19e pour réintégrer, donc c'est dire l'espèce de méli-mélo des caisses, etc. Donc on touche peut-être du doigt là, on va dire la queue de comète, entre guillemets, de la production chalonnaise de haute qualité du XVe siècle. Puisqu'en fait, après, vous allez voir, et c'est pour ça aussi que le vitrail chalonnais est un peu aspiré par Biver, c'est qu'en fait, tout ça est très troyen. Mais alors, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette verrière-là est seule, mais on a quand même, dans la cathédrale, ce panneau peint, toujours ces rapports entre peinture et peinture verrier, voilà, cette grande peinture, un très grand format, apocryphe de consécration de la cathédrale, malheureusement extrêmement repeint, qui mériterait un jour elle est repeinte quasiment tout le 18e. Vous avez un fond guilloché à l'arrière, tous les villages sont repris, voilà, voilà, vous avez ces grands personnages, il serait intéressant, le jour, j'espère, où ce sera restauré, qu'on puisse faire probablement des liens entre ces visages, ces grands personnages. Parce qu'on est vraiment à la même époque, années 70, et c'est vraiment le contexte de reprise des travaux. Donc on peut imaginer peut-être la même personne, peintre verrier, en tout cas des gens qui se connaissaient. Et puis, si on avance un peu, donc au tout début du XVIe siècle, donc les chanoines, après un petit, ne sont pas extrêmement riches en testament, donc font une travée, 20 ans d'attente encore, et on reprend au tout début du XVIe siècle, à 1505, les travaux dans la nef, et une des premières, alors pas toute première, mais une des premières verrières qui est commandée, c'est celle-ci, la ville de Saint-Étienne, qui est franchement troyenne d'aspect, que Biver avait classée comme troyenne, et il avait raison, puisqu'en fait, c'est une commande, tout simplement, vraiment passée à Troyes, à nos fameux Vera, Godon et Varin, qui étaient un peu la grande équipe du moment, sur les cartons probablement de Nicolas Cordonnier, qui est aussi le grand peintre, ça un peu compliqué, mais voilà, une grande offerte par une famille, vous avez toujours les armes en haut. Bien sûr, le registre bas est intégralement refait au 19e, puisque à l'époque moderne, on avait ouvert des chapelles, et donc à chaque fois qu'on ouvrait une chapelle, on défonçait la partie basse, éventuellement parfois en déplaçant les vitraux dès le XVIe siècle, mais là on les avait éliminés. Et donc voilà, et vous avez cette équipe troyenne, entre guillemets, qui vraiment essaimait, donc qui travaillait beaucoup à Troyes. Elle travaille à Châlons, mais auparavant, à gauche, elle travaillait pour Sens. C'est cette équipe qui a revitré intégralement le brassus du transept de la cathédrale de Sens. Alors là, c'est beaucoup plus ambitieux, parce que vous avez la grande rose, les verrières dessous, également les murs de côté, est et ouest. Mais voilà, vous avez vraiment le lien qui peut se faire stylistique entre cette équipe. Et c'est probablement, voilà, les ateliers troyens étaient très renommés et c'était très chic pour une cathédrale de faire appel à cette équipe qui avait revitré la cathédrale de Troyes, la cathédrale de Sens. Et on peut faire des liens, alors tout ça est très redondant, puisqu'en fait, on le sait aussi, les marques d'ateliers se voient aussi, c'est une caractéristique troyenne, par l'emploi de damas en fond de vitrine, en fond de verrière, pardon, qui sont propres aux ateliers et qu'on retrouve donc à gauche Châlons, à droite
l'église d'Auxon dans l'Aube. Donc vous avez voilà, le même damas, fleur de lysée, superposable vraiment dans cette verrière. Alors, cette commande a dû poser problème, puisque, alors ça c'est assez drôle, donc Saint-Étienne vers 1505 environ, 1506, 1507, 1506, 1507. Ici on est en 1509, Ville de la Vierge, et manifestement le peintre verrier a été extrêmement agacé, puisque dans les phylactères portés par les anges, on nous explique qui a donné, et le dernier phylactère dit « tout fut fait en ce lieu ». Il faut bien noter voilà, donc, que les Chalonnais aussi, donc peut-être un petit problème, on va dire, voilà, si les chanoines de la cathédrale ont fait appel pour la cathédrale, l'église mère, à des ateliers extérieurs alors qu'on produit localement, manifestement il y a eu quelques remous. On aurait aimé avoir les registres de libération qui ont dû probablement faire écho de cette petit problème. Ceci dit, les liens, alors le problème qu'on a, c'est que bon là, pour Saint-Étienne, on sait que c'est troyen, mais en effet, et là pour le coup, Biver avait raison. Alors, Biver, il s'était arrangé avec la réalité, c'est-à-dire que pour montrer que le vitrail troyen était omniprésent, omnipotent, quasiment ubiquiste, ce qui est en partie vrai, pour la Champagne du Nord, il a pris que ce qui l'intéressait. Tout ce qui ne rentrait pas dans son optique, il l'oubliait. Et à Châlons, il a pris les verrières de Saint-Étienne et les verrières de Saint-Alpin, la grande église centrale des un peu bourgeois, enfin là où étaient les grands bourgeois. Et en effet, effectivement, c'est très troyen. Mais est-ce troyen? Est-ce que les ateliers aussi, manifestement, c'est mon optique, hein, les ateliers chalonnais ont dû abandonner leur style qu'on avait auparavant et se sont mis dans le moule troyen, entre guillemets. Voilà, vous avez ici à gauche Saint-Alpin 1521, donc une verrière offerte par Charles Cuissotte, hein, qui est le curé du lieu. Et à droite, vous avez le grand retable de Clairvaux, conservé à Dijon. Alors vous voyez, voilà, le modèle est directement, mais est-ce que c'est un peintre verrier troyen qui est venu? Est-ce que c'est que le modèle? Est-ce que c'est le modèle circulaire? On va le voir, il circulait. Donc là, pour le coup, et comme je vous l'ai dit, tout ça est très répétitif, avec des styles très très proches, c'est extrêmement compliqué finalement aussi de définir des mains dans ces ateliers qui sont protéiformes. Autre exemple aussi, là, vous avez une verrière, donc on est en 1526, à Notre-Dame-en-Vaux, l'autre grande église de Châlons. Et là, vous avez des verrières aussi typiquement troyennes, hein, tous les poncifs, vous avez des dessins en partie basse et dessins protecteurs sous des arcades portées par des colonnettes, ça c'est très troyen, sur des fonds damassés. Vous avez ces fameux montages en chef-d'œuvre, c'est-à-dire en gros, c'est-à-dire dans ces fonds, notamment ici le cieux, bien sûr c'est très cassé, mais il faut imaginer qu'il y avait beaucoup moins de plans de casse, et donc que ces étoiles étaient insérées en chef-d'œuvre dans les verres bleus. C'est une des grandes spécialités de Champagne méridionale, et manifestement, si cette verrière est chalonnaise, ce qui est probable, voilà, vous voyez que les ateliers chalonnais avaient acquis cette ethnicité aussi. Mais vous avez à droite un exemple. Mais dans cette verrière, on retrouve des modèles troyens. Voilà, vous avez, donc, je vous ai remis la déclaration du Christ de Notre-Dame-en-Vaux. À droite, vous avez, donc on est là vers 1526, vous avez Chavanges, à droite, qui est dans l'Aube, tout début 16e. Et en bas, l'église de l'Ouest Marnais, Bonnet, donc il reste la partie basse. Voilà, vous avez quand même, on voit très bien que c'est le même modèle. Donc voilà, tout ça circule. Donc, et on est alors bien sûr, c'est pas le même artiste, hein, on a 30 ans de différence, ce qui veut dire que les modèles circulent. Hein. Donc aussi, ça complexifie quand même considérablement la question. Et donc au final, voilà, vous avez des verrières comme celle-ci, qui sont, alors, on retourne à Saint-Alpin, Ville-la-Madeleine et à droite Saint-Charlemagne. Est-ce que ce sont des productions chalonnaises, des productions troyennes? En fait, on n'en sait rien. Alors bien sûr, il est probable, vu le nombre de peintres verriers chalonnais documentés, là, que l'essentiel est chalonnais, mais on n'a pas les mêmes documents que pour la ville de Saint-Étienne. Mais quand même, on a quelques ensembles qui surnagent. Ah oui, ce que je n'ai pas encore dit naturellement, c'est que non seulement je n'ai pas trouvé de marché, mais qu'en plus, les documents, le peu de documents trouvés ne documentent que des œuvres perdues et des œuvres conservées, aucun document. Donc en gros, à part les deux cas que je vous montrerai tout à l'heure, qui reposent en réalité sur les verrières elles-mêmes,
et ben, en fait, toutes ces verrières restent anonymes et le resteront, puisqu'en fait, je ne sais absolument pas qui les a faites. Mais on a quand même au moins quelques regroupements. Vous avez ici, par exemple, ce qui veut dire qu'on est à gauche à Notre-Dame-en-Vaux, à Saint-Alpin, pardon, et à droite, une autre église, les fameuses églises de Bonnet, alors non pas à Bonnet même, mais à Kansas City, puisque les vitraux ont été récupérés en fait, par le restaurateur, probablement le 19e, qui est parti avec, et les vitraux ont été dispersés. Il y en a actuellement un pavillon en Californie, 3 à Kansas City, et un ou deux dans la nature, un en fait dans le livre. Et on voit bien, alors, est-ce que c'est, si c'est pas le même artiste, c'est quand même extrêmement proche, on fait une façon particulière de faire les vers gravés des auréoles de la Vierge. Voilà. Donc manifestement, c'est peut-être que le vitrail chalonnais aussi, c'est quelque chose autour de ça, très troyen, mais avec peut-être des traits un peu, voilà, des figures un peu plus allongées, des jeux de gravure très particuliers, qu'on ne trouve pas forcément dans l'Aube. Voilà, peut-être des éléments à creuser. Et le grand chef-d'œuvre quand même, à mon avis, chalonnais, c'est cette verrière-ci, donc à la cathédrale de Châlons, la grande verrière de la Genèse, qui reprend tous les poncifs, vraiment du vitrail champenois, donc les petites scènes, les découpes de verre, les couleurs extrêmement vives, les montages en chef-d'œuvre, je vais vous en montrer quelques exemples, mais les verrières, la Genèse, c'est vraiment un des thèmes les plus fréquents dans l'Aube, avec des reprises et des reprises de modèles, comme l'a montré Biver déjà et Michel depuis aussi, et aucune de ces scènes, de ces modèles, ne se retrouve dans l'Aube. Ce qui veut dire, voilà, donc du coup, on est probablement sur un thème aussi fréquent avec autant de verrières conservées, ça peut vouloir dire probablement là qu'on est vraiment sur une verrière locale, de très haute qualité. Hein, d'ailleurs, ça fait toujours très courir cet ange, l'archange Gabriel qui chasse Adam et Ève du paradis, qui est tout rouge car il est en colère. Petite spécificité iconographique champenoise. Même la grande qualité quand même de la grisaille, de l'agencement des couleurs, traitement de la matière, avec des grisailles au plus toisées, des enlevés, enfin vraiment très très haute qualité. Et surtout aussi, donc vous avez ces montages en chef-d'œuvre qui sont omniprésents. Et aussi, dans cette verrière-là en particulier, un goût tout particulier pour les verres complexes. Vous avez des verres à filet ou marbrés, c'est le cas à droite, ou à gauche, probablement un défaut de plaquage, un verre en fait qui a été, un verre avec un défaut qui a été utilisé donc, pour la scène de Cain et Abel pour représenter le feu. Donc quand même un goût particulier pour qu'on retrouve à Châlons plusieurs fois. C'est le cas ici dans une autre verrière, ici il y avait ce verre fouetté qui est utilisé pour représenter les plaies du Christ. Alors, voilà pour la partie, on va dire, vulgairement champenoise, avec encore une fois ces questionnements qui ne sont pas totalement résolus. Mais arrive, en 1525, vous voyez, là on change considérablement de paradigme. Alors, c'est assez logique, c'est-à-dire que historiquement, dans la recherche, comme on considérait que tout ce que je vous ai montré auparavant était troyen, le peu d'historiens qui ont travaillé sur la Champagne en se disant, mais alors du coup, la Champagne du Nord, pardon, et à Châlons en particulier, se sont dit, bon, si tout est troyen, qu'est-ce qui est chalonnais? Ça change. En effet, c'est complètement différent, on va revenir à cette question, la couleur, la technique, la conception de la scène, et là, les historiens se sont dit, c'est ça le vitrail chalonnais. Erreur fatale, puisqu'en fait, ce sont des importations de Picardie. Mais avec un peintre verrier qui a signé à droite dans le harnachement du cheval, donc Mathieu Bléville, qui est un peintre verrier picard de Saint-Quentin. Alors, outre déception des archives, alors vous allez me dire que malheureusement ces archives sont très déceptives, c'est qu'on a un peintre verrier, donc je vais vous dire ce que c'est. On le connaît par les verrières qu'il signe, qui prouve quand même qu'il a une très haute opinion de lui-même, ou en tout cas, c'est pas anodin. On a, alors, si on compte les verrières conservées, donc signées, une à Châlons, il y en avait quand même beaucoup en Picardie, alors certaines ont été détruites, voilà, c'est pas une occurrence, c'est 5 ou 6 signatures, donc ça prouve quand même. Voilà. On a juste donc les signatures, une mention du XVIIe siècle disant qu'en 1523, deux personnes avaient commandé une verrière pour les non conservée
pour l'église Saint-André de Saint-Quentin, donc ça c'est le manuscrit de Quentin de Lafont. Et je me suis dit, bon bah, on a des verrières à Châlons, vous allez voir, il y en a un certain nombre, quasiment au final probablement une dizaine. On va la retrouver dans les archives, en particulier un étranger qui travaille pour Châlons va bien avoir un petit procès. Eh bien non. Donc voilà, malheureusement, impossible de le retrouver dans les archives. Alors, il n'y a probablement jamais. Alors ceci, vous allez voir, il y a beaucoup d'œuvres. Donc on va se dire, alors, si c'est que l'importation, c'est une importation régulière. Donc il s'est probablement pas, alors là pour le coup probablement pas installé localement parce que là il y aurait vraiment eu un procès. Mais peut-être que le fait, même si normalement les importations sont taxées, en passant, voilà, peut-être qu'il y a eu un petit, ou qu'ils ont payé les droits aussi, on ne sait jamais, ça on ne le voit pas. Voilà, donc du coup, malheureusement, localement, rien, et notamment en Vaud, pas de documentation. Donc on a ici la bataille de Claviro, avec au centre Saint-Jacques de Compostelle, avec, là c'est vraiment un art beaucoup plus dense, très graphique, avec notamment énormément d'ornements. Ça c'est vraiment typique de Bléville, l'art picard de l'époque, on est bon, 1525 environ ici, elle n'est pas datée avec précision, on a un petit doute. Bien sûr, tout ça descend des flancs, du maniérisme anversois, c'est très mouvementé, très dense, avec beaucoup de gravures, et on le verra sur d'autres. Alors beaucoup également, oui, de gravures, de vêtements avec des crevets, c'est typique de Bléville. Également aussi, il apprécie, on le voit en bas, énormément le noir en ton local, ce qui n'est pas la couleur la plus fréquente dans le vitrail. Donc voici. Alors, la photo n'est pas excellente, c'est une verrière qui est très endommagée. Donc il produit, et après je vais revenir sur Châlons, donc il produit quand même essentiellement donc en Picardie, dans beaucoup des églises, à Folleville, à Paillard, ici à Saint-Quentin, c'est ça, deux verrières. Alors disons ici une verrière très endommagée, très compliquée à lire. Grande verrière de la collégiale Saint-Quentin. Voilà, ici une photo très belle qualité. Oui, je voulais le dire aussi. Alors là, celle-ci, c'est Michel qui les a faites. Non, c'est Philippe ou celle-ci, ou c'est toi? Peut-être toujours c'est toi. En revanche, tous les autres, on a eu la chance dans le livre incise d'avoir en fait, je vais dire au début, Jacques Philippot, qui est le photographe de l'inventaire, enfin ex-inventaire Champagne-Ardenne, maintenant Jean Grand Est. C'est peut-être le meilleur photographe de vitraux de France, qui a refait pour le livre expressément, on y est allé, la campagne complète des vitraux, avec les détails qu'on voulait, qui sait photographier le vitrage, qui est extrêmement complexe, des problèmes de colorimétrie, de brillance, de matin, après-midi, etc., de redresser les photos aussi, parce que les grandes verrières en hauteur sont toujours déformées. C'est probablement la personne qui réalise les meilleures photos de France en vitraux in situ, on va dire. Et le livre n'aurait pas été aussi beau sans lui. Donc voilà, vous avez ici Bléville au meilleur de son art. Vous voyez, on est très loin, c'est pas une question de mieux ou pas mieux, mais très loin de la production champenoise. Et donc il faut imaginer bien sûr que quand on a commandé pour Notre-Dame-en-Vaux la verrière de Bléville, ça a dû faire un choc, parce que forcément on était habitué à autre chose. Et en effet, à Notre-Dame-en-Vaux, quasiment l'intégralité du bras nord, du bas-côté nord de l'église, pourtant du XIIIe siècle. On a réouvert des verrières pour agrandir, éclairer, et on a vitré uniquement en Bléville quasiment toutes les verrières. Ça veut dire quelque chose quand même sur la popularité de cet artiste. Ici, donc, la glorification de la Vierge. Vous retrouvez les mêmes ornements un peu très denses, dorés, le noir en ton local, beaucoup de damas, et ce mouvement, voilà, cette Marguerite, Marguerite, sainte patronne de la donatrice, voilà, extrêmement vivante. Voilà. Et on continue dans la nef, vous avez ici la partie haute uniquement, c'est la verrière, je vous ai montré tout à l'heure, avec une photo 19e, on avait en bas la Seine, donc il nous reste la partie haute, et donc également la dernière scène en bas, qui est commandée cette fois-ci par une autre confrérie, je crois que c'est Tanner de mémoire. Donc on avance, on avait renvitré dans l'ordre des verrières. Et puis, alors ça c'est assez étonnant, à Notre-Dame-en-Vaux, on a d'autres verrières, donc une vie très éparse à cause des fameux Kazakhs, de la vie de Saint-Jacques. Là vous avez aussi une grande spécialité de Bléville, du verre gravé, donc, qui rend
gravée et au jaune d'argent, rouge et or, hein, qui est une spécialité qu'on trouve régulièrement en terriage, donc extrêmement original. Alors on aurait pu se dire, bah, très bien, c'est une autre verrière de Notre-Dame-en-Vaux qui a été vitrée. Eh bien non, alors pour une fois, des archives, enfin, des archives un peu utiles. On sait qu'au XVIIe siècle, hein, ayant besoin, alors ça c'est vraiment un hasard, hein, voilà, ayant ouvert une verrière, et même originale, une verrière en face, donc, côté nord, donc une grande baie, au lieu de la vitrer en blanc, les chanoines ont voulu mettre du vitrail coloré. Et ils ont acheté une verrière qui était à l'hôpital Saint-Jacques-aux-Lépreux. Probablement, je ne pense pas qu'ils savaient que c'était du Bléville, hein, ni que ça allait avec, donc c'est un peu le hasard. Donc ils ont acheté cette verrière qui a été remontée, déplacée en 1672 de mémoire, puis après elle a été abîmée, etc. Donc on a des morceaux épars, donc c'est assez, voilà. Ce qui veut, alors c'est très original quand même, documenté, et deux, s'il y avait des vitraux de Bléville, alors ça c'est la spéculation, mais des vitraux de Bléville à Notre-Dame-en-Vaux et à Saint-Jacques-aux-Lépreux, qu'est-ce qu'il y avait peut-être qu'il y a dans les autres églises extrêmement riches, dont on sait, enfin, dans les grandes églises où étaient enterrés notamment tous les grands personnages, les grands bourgeois, il y avait probablement peut-être d'autres Bléville, parce que ce n'était pas aussi pour lui, finalement, après Notre-Dame-en-Vaux, un débouché naturel assez massif. D'où l'agacement de ne pas trouver dans les archives, hein, parce qu'il aurait bien dû laisser une petite trace. Mais bon, ça c'est... Mais alors, c'est assez drôle, c'est que Bléville a dû aussi, là pour le coup pas agacé, mais en tout cas intéressé ou voire influencé, alors pas de la meilleure manière, mais en tout cas vous avez dans ce bas-côté nord, alors, est-ce que Bléville n'était pas disponible, hein, ou est-ce que la personne qui a commandé la verrière n'avait pas l'argent? On a commandé, donc c'est la seule verrière du bas-côté nord de Notre-Dame-en-Vaux, où il n'y a pas de Bléville, mais une verrière, alors regarde dans le goût d'eux, c'est un peu méchant, mais voilà, en tout cas un peintre verrier qui a essayé, avec un vocabulaire très champenois, on retrouve des personnages, petites scènes, voilà, il a essayé d'adapter ce qu'il voyait de Bléville avec ce qu'il savait faire. Alors c'est assez original, hein, du coup on a, vous voyez, c'est les cordes d'abondance, beaucoup de rouge, le vert rouge n'était pas gravé, ce qu'il n'y avait pas à faire, donc du coup c'est du jaune d'argent à côté, mais on voit bien ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu rendre. Voilà, donc ça, c'est Bléville. On est dans les années 1525. Donc Notre-Dame-en-Vaux est intégralement vitrée, Notre-Dame-en-Vaux est vitrée, et on a un autre héros. Alors Bléville, j'ai rajouté 2-3 petites choses, mais rien, enfin voilà, je vous montrerai à la fin, comme une verrière en plus, hein, mais voilà, je me suis inscrit dans les pas, notamment de Delancier, dont Michel, qui avait beaucoup travaillé sur Bléville. En revanche, il y a un autre qui est un peu le héros de cette thèse, qui aurait pu, alors là pour le coup vous allez voir, ça repose vraiment sur peu de choses, qui aurait pu complètement rester anonyme. C'est Étienne de la Vallée. On prend 10 ans, on est vers 1535, donc on va à Saint-Alpin, autre grande église, l'église centrale de Châlons, qui décide de se doter de nouveaux bas-côtés et de chapelles, qui vont être vitrées par les grands bourgeois. Vous avez là une verrière, voilà celle-ci, alors qui a longtemps été très dénigrée, donc la Auguste et la Sibylle, parce qu'on la trouvait décadente, italianisante, face à la beauté champenoise, et que ça c'était l'italianisme qui avait perverti l'art champenois. Donc elle avait vraiment été laissée de côté, alors l'hiver n'en parle absolument pas, et même dans les monographies récentes encore, il y avait un côté vraiment, non ça c'est pas très... Et elle est en plus très encrassée, hein, là c'est après restauration, il y a aussi, mon travail a permis aussi que la ville prenne conscience quand même de l'intérêt de la chose. Donc ça a été restauré, malheureusement les plans de caste n'ont pas été enlevés, c'est comme ça. Donc Auguste et la Sibylle, donc cette verrière, vous voyez, là on change complètement, les âges de l'argent, scène à l'antique, voilà. Un autre vocabulaire que au début de ma recherche j'arrivais pas trop à placer, donc bien sûr tout ça semble très parisien, vu de loin, mais sans savoir, pas de documents, donc très très complexe. Et des verrières, un peu comme Notre-Dame-en-Vaux, toutes les chapelles sont vitrées de la même façon. Donc Auguste et la Sibylle, voici quelques exemples, enfin quelques détails, hein, avec un goût, alors, toujours la même chose, des personnages derrière des colonnes, qui tendent la tête, un usage extrêmement particulier du jaune d'argent, parfois en grands aplats,
avec des enlevés pour faire la lumière, plus ou moins épais, parfois avec différentes textures, allant du jaune très clair au bronze doré, voilà. Une très très grande qualité. Et bien sûr la grisaille en réo, hein, et quasiment, en tout cas à ce stade de ma recherche à l'époque, uniquement ce que j'appelais grisaille ou semi-grisaille, avec un peu de vert, mais pas de pleine couleur. Autre verrière de la même série, toujours à Saint-Alpin, donc ici, la ville de Saint-Jean-Baptiste. Alors, bien sûr, vous voyez en bas, ne regardez pas en bas, hein, c'est les restaurations 1810 qui, avant la restauration de 2000, avaient pour avantage d'être masquées par la crasse, et qui maintenant, malheureusement, en fait, ressortent avec des couleurs parfois un peu... c'est vraiment dérangeant, mais ça, malheureusement, c'est des restaurations... Voilà, c'est pas les restaurations du début que j'ai montrées par Steinheil. Hein, voilà. Et puis les petits fragments qui restent de verrière, toujours en gros, donc un gueuleper, probablement au-dessus d'un baptême. Voilà. Et ici, la comparaison, l'entrevue entre Attila et Saint-Alpin, puisqu'on a des gens locales. Attila arrivant à Châlons, l'évêque Saint-Alpin est sorti et a dévié Attila qui est parti ailleurs, il n'a pas dévasté la ville. Et vous voyez, voilà, ici, à droite, après restauration, ça ne voyait pas, vraiment la très grande qualité de la grisaille, notamment les reliefs, les personnages au fond, donc un travail vraiment de très haute qualité. Mais, et la dernière, 1536, donc ça, on a vitré toute la nef droite, et ensuite également le transept, en 1536, mais transept qui a été restructuré, reconstruit à neuf, probablement un transept 13e, en 1555, et on a démonté les vitraux, on les a remontés l'un sur l'autre, hein, bon, un peu étrange parfois, et on a complété des éléments en 1555, c'est ce qu'on voit à droite, hein, les colonnes de couleurs, et puis il y a des espèces de marches, on n'arrive pas trop à comprendre comment ça fonctionne, mais on a encore, est-ce qu'on peut le voir ici, vous avez encore ici, par exemple, la découpe des têtes de lancette d'origine. Voilà. Donc voilà. Donc ça avait quand même beaucoup de verrières, hein, mais il manquait quelque chose. Et puis, grand hasard, en regardant des diapositives, c'est l'époque, des diapositives de différentes églises, en cherchant complètement autre chose, je suis tombé en fait sur la photo de gauche, en me disant mais qu'est-ce que vient faire la verre de Châlons dans ce lot de diapositives de Coulommiers. Mais oui, mais c'est bizarre, c'est Châlons mais pas Châlons. Donc j'ai mis quelques minutes à comprendre qu'en effet c'était pas Châlons, Coulommiers à gauche, Châlons à droite. Et en me disant que manifestement il y avait quand même un lien entre les deux. Alors bien sûr il y a des restaurations, mais au moins, à Châlons on a restauré intégralement bien sûr les personnages là, mais manifestement en suivant. On a le modèle d'origine à gauche, et puis vous avez surtout ce personnage-ci, ici, qui pour le coup est quasiment identique à celui de Châlons. C'est pas un carton, hein, c'est un modèle, mais en tout cas la technique, puis les détails, les moustaches, là, vraiment, c'est le même peintre verrier. Sans ce lien, il aurait été impossible de vous expliquer ce qui s'ensuit, puisque pour chance, alors Étienne de la Vallée, donc, qui a fait ses verrières, naturellement, même problème que pour Bléville, 0 document à Châlons. Jamais retrouvé dans la documentation. Donc, mais on a la chance à Coulommiers d'avoir une copie du XVIIIe siècle d'une verrière qui n'est pas celle-ci, d'un marché de construction d'une verrière qui n'est pas celle-ci, mais pour Coulommiers, qui du coup a permis de savoir que c'est ce fameux, à l'époque, commande en 1538, un certain Étienne de la Vallée dit Baille-Creux, c'est pas très gentil, demeurant à Cézanne. Donc Cézanne, on est dans l'ouest marnais, sud-ouest, on est en gros dans la Marne, mais la partie dépendant de l'Aube. C'était un début. Donc Étienne de la Vallée, et donc après de là, on avait commencé à tirer le fil. Le marché de 1538 nous dit que donc on lui commande une verrière
qui sera à l'identique de celle conservée à Saint-Pantaléon de Troyes, qui est, alors j'ai oublié le thème, mais c'est pas très grave, mais dont on sait maintenant, c'est la photo de gauche, qu'elle est enfin en tout cas, un modèle, un carton, les David divergent de Guérard, donc un article de passage. Et par chance, on a bien sûr la verrière modèle, conservée à Troyes, et à droite le panneau copié par Étienne de la Vallée. Voilà. Or, et là vous retrouvez un peu comme à Châlons, alors on est un peu, vous verrez, il y a quand même, ici on est un peu plus, à Châlons, on est plus ample, plus, voilà, vous allez comprendre pourquoi, mais on se dit on retrouve le même type d'usage de la, comment dire, du jaune d'argent, à la fois en technique et en pose, des conceptions assez semblables, des personnages, et puis une technique aussi, une façon de faire les visages, Étienne de la Vallée est celui qui a fait l'autre panneau là, qui n'a pas la même derrière, mais qui est de lui, et donc par ricochet, Châlons et de la Vallée. À partir de là, Étienne de la Vallée, en fait, finalement, c'est une affaire florissante, puisqu'il reprenait régulièrement des modèles. Donc a commencé un jeu de rechercher dans le corpus déjà chalonnais, et en sautant de verrière en verrière, et puis d'étendre à l'aube aussi, vous allez voir, pour identifier un corpus qui aujourd'hui tourne à peu près à 30 ou 35 verrières. Pour un peintre verrier qui n'existait pas, et dont on n'a rien retrouvé en termes d'actes, si ce n'est le document de 438, et depuis, on avance un peu, 1545, on a un Étienne de la Vallée documenté à Paris, dans un acte, un procès de mémoire, avec il est manifestement juré de Paris, juré des peintres parisiens, avec un certain nombre de personnages, dont Jean Alardin, bien connu pour avoir son nom au revers d'un carton, de Jean Cousin, un vitrail. Cette dimension, cette question de Jean Cousin va bien sûr alimenter ma réflexion. Et donc je me suis dit à ce moment-là, bon, très bien, il est assez là, mais le championnat, il est parti à Paris. Donc à ce moment, je dis bon, à ce moment, ce sont des verrières parisiennes. On avance, donc voilà, donc là vous avez Coulommiers-Châlons. À droite, donc un écoinçon, la verrière de Châlons tout à l'heure, date peint de Saint-Jean-Baptiste, que j'ai retrouvé le modèle à Chavanges, dans l'Aube, une série de 4 verrières. Et là vous avez peut-être à gauche une des verrières les plus classiques de la vallée, à savoir toujours ce jaune d'argent, donc les petits ornements, une verrière très rousse. Vous avez aussi en termes de, alors ça c'est technique, mais en termes de composition, donc les bouches ouvertes, les chevelures au vent, et les personnages gesticulant les mains avec les doigts ouverts, derrière un parapet et une colonne. Souvent un qui accroche la colonne, un sur le parapet, donc on retrouve assez régulièrement, et ces petits casques un peu à la Mercure avec des petites ailettes qu'on retrouve régulièrement. Voilà. Et en avançant, vous avez ici dans l'Aube, l'huître et 1537 à gauche, Herville-Châtel ou le contraire, parce qu'on confond les deux. Et là, a commencé à poindre la question, grisaille, mais finalement à droite un peu de couleur quand même. Donc finalement, est-ce que Étienne de la Vallée n'est pas à trouver également dans une verrière en pleine couleur finalement? Moi je le croyais au début essentiellement en grisaille. Retour à Châlons, une verrière que j'avais un peu laissée de côté, qui s'est révélée être également de la Vallée, 1537. Donc on est vraiment à Châlons, 1535 Palpin. Là on a retour à Notre-Dame-en-Vaux. Donc un peu comme Bléville, hein, il fournit manifestement plusieurs églises, hein, ce qui montre aussi une... Et donc là, on a une verrière consacrée à la verre, pour le coup en pleine couleur. Alors, pour la petite anecdote, il reprend régulièrement des modèles, à tel point que ça ne se voit pas ici, mais qu'il prend quelques libéralités. Donc là, par exemple, vous avez la troisième panneau, donc c'est la descente de la Vierge, mais avec avec une jumelle, on peut voir, on va dire, de façon un peu, la Vierge est dotée. Donc en fait, c'est un carton de Saint-Jean-Baptiste qui a servi. Et donc il a la Vierge d'un garçon sur le vitrail, et c'est pas embêté. Donc c'est vraiment, il fournit. C'est assez intéressant, même sur les processus de fabrication, de reprendre des modèles sans les modifier. Et puis, retour à Troyes. Donc là, il faut avoir un peu les yeux de la foi. Hein. Saint-Jean-au-Marché,
que je connaissais bien, qui est passé de nombreuses fois, et puis un jour je reste devant cette Macédoine à gauche, 1536, et je reconnais en effet le même modèle que Saint-Alpin. Vraiment, et on est les mêmes années. Alors c'est aussi intéressant, c'est qu'ils travaillent en même temps à Saint-Alpin, à Troyes, donc manifestement l'atelier fournit énormément durant la même période. Et en effet, ça c'est assez étonnant, la trentaine de verrières que j'ai pu est intégralement entre 1535 et 1541. Ce qu'on conserve. Ça c'est étonnant. Et puis, alors maintenant la question c'est Étienne Lavallée, avec qui, comment il travaille, son style, et qui éventuellement se cache derrière les cartons. Et naturellement, rapidement, en fait, avec tous ces éléments, Paris, 1545, alors c'était un peu fouillé au début parce que faut dire comment ça fonctionne. Le lien avec Cousin est très net, et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que finalement, il était, je suis quasiment sûr maintenant, qu'il travaillait avec Jean Cousin. Alors n'oubliez pas que Jean Cousin est originaire de Sens, il travaille à Paris bien sûr ensuite, mais justement dans les années 1530, on ne savait pas forcément trop ce qu'il faisait, et manifestement voilà, il est probablement entre Sens et Paris, mais on a Étienne Lavallée qui vient entre les deux et il fournit énormément de cartons à la vallée. Des cartons, parce que dans certaines œuvres de la vallée, par exemple, je vous montrais tout à l'heure, certaines qui sont un peu plus molles, moins charpentées, on peut se dire que voilà, c'est peut-être le style de la vallée, on va dire, qui fait ses propres cartons, qui transparaît, alors quand c'est beaucoup plus cousinesque, pour le coup, avec des grandes scènes, c'est Cousin qui est derrière. Donc 1532, Fleury à gauche, avec Chastelain, bien sûr, en porte-verrier, et à droite, carton de Jean Cousin par Étienne Lavallée. Ce qui n'est pas anodin non plus, alors est-ce que c'est un hasard? Cousin fournit à la même époque, en 1535, des cartons pour la tenture, la grande tenture dédiée au sein dédié de la cathédrale Saint-Étienne, donc 6 pièces, tissées à Paris sur des cartons de Jean Cousin. Tenture inédite, retrouvée dans les archives, enfin la mention se trouve dans les archives, tenture perdue. Donc le hasard est quand même, enfin, est-ce que Cousin, est-ce que Chaland n'était pas finalement aussi via la vallée, mais où habitait la vallée? Est-ce qu'il est à Châlons? Probablement pas. Cézanne, il y a peut-être peu de chances qu'il soit peut-être à Cézanne finalement. Peut-être qu'il est à Troyes finalement aussi, parce que Troyes, vous avez vu, il est derrière à Troyes, donc peut-être qu'il ne travaille plus Troyes, mais à Troyes on ne le trouve pas non plus. Donc on le trouve nulle part, mais il est bien quelque part. Et finalement, probablement pas à Paris. Paris, c'est probablement grâce au lien avec Jean Cousin qui, dans les années 40, il part à Paris, et en effet, après, comme il disparaît, il n'y a plus de verrières en Champagne, parce que ces verrières doivent probablement être parmi les verrières disparues parisiennes. Donc peut-être une explication. Et en effet, on retrouve, voilà, là c'est un petit jeu voilà, de modèles cousinesques qu'on retrouve. Vous avez à gauche, c'est Auguste et la Sibylle, vous avez les Jupiter tonnant au-dessus du temple, qu'on retrouve également en haut du temple à droite de la pièce du Louvre, de la tenture de Saint-Mamès, venant de Langres. Donc quand même une filière champenoise, la tenture étant postérieure. Mais voilà, c'est pas inintéressant. Et puis, vous avez des liens. À droite, Chavanges. Alors là, c'est pas inintéressant, c'est que manifestement, on est en 1541, ce qui est beaucoup trop tard pour être un carton. En tout cas, le style paraît un peu. Enfin voilà, Cousin ne fait pas forcément ça. Enfin, en tout cas, donc on peut se demander si la vallée n'avait pas gagné des cartons ou des modèles qu'il réadapte. Auguste et la Sibylle étant manifestement un thème très courant en Champagne, bien sûr, avec tout ça découle, enfin, en tout cas, de l'œuvre de Cousin et de cette figure féminine du dessin du Louvre, qui est mort. Voilà. Et donc là, c'est ce que je disais, à gauche, donc, 2 œuvres de la vallée, à gauche, Jean Cousin, en cartonnier, à droite, pas Jean Cousin, mais la vallée. Donc c'est peut-être là aussi que il y a beaucoup de verrières au début qui me gênaient parce que j'ai trouvé moins. Enfin, des choses moins abouties en me disant c'est pas la vallée parce que c'est pas pareil. Mais en fait, c'est une question de cartonnier, probablement. Voilà. Ce qui complexifie la chose, c'est que Cousin, à ses débuts, étant, on va dire, Bourgogne-Champenois, puisque Sens, quand même, la jonction entre les deux, donc il y a un certain nombre de traits du Jean Cousin jeune qui viennent du substrat champenois et bourguignon. Donc tout ça, parfois, il y a des petites choses. C'est vrai que
ces têtes à droite, qui me gênaient pendant très longtemps, ressemblent à du cousin, mais ne sont pas du cousin, mais c'est peut-être uniquement le substrat originel de sa formation. En tout cas, voilà. Et puis, bien sûr, depuis, des choses sont arrivées. Vous avez le dessin acheté par le Louvre, qui a été identifié récemment par Dominique Cordelès-Escagrez, en tout cas, comme étant potentiellement un dessin des Ténons de la Vallée. C'est pas impossible en soi, il y a quelques petites variations, il y a quelque chose qui me gêne, mais c'est quand même assez proche, hein. C'est pas inintéressant. Et puis, donc ça c'est une des positions du livre, hein, de proposer de voir dans ces panneaux la vallée peintre. Il y a des panneaux qui sont conservés à Troyes encore, donc ça pousse, la vallée est entre les deux, donc Châlons, Paris bien sûr, à la fin, mais Châlons, Sézanne, Troyes, un triangle. Et là, ce qui m'avait toujours frappé dans ces panneaux, donc, qui sont des doublés un peu compliqués, mais la Saint-Jean-Baptiste, on retrouve, alors, au-delà même de la conception d'ensemble, qui est très cousinesque par ailleurs, hein, ces panneaux ont parfois été mis dans les débuts de Jean Cousin, mais pas totalement, parce que c'était en gros, ça ressemble à des Jean Cousin, mais il y a des petites faiblesses. Et donc, la proposition, c'est du coup de décaler, non pas Jean Cousin, mais Étienne de la Vallée, connaissant Jean Cousin, et qui du coup peut expliquer ces variations. Mais ce qui a toujours marqué, en particulier sur le panneau de gauche, c'est l'emploi assez original dans les casques, tous les éléments de vêtements en bronze doré, qui pour moi trahissent le goût de la vallée dans les verrières du jaune d'argent. C'est vraiment très systématique. Et les personnages à gauche qui sont très la vallée, hein, les femmes, les personnages, les hommes regardant, tout ça est très. Enfin, moi je trouve assez. Donc on aurait un. Alors, en 1438, il était dit peintre et verrier. Les peintres et verriers, c'est peintre, mais également verrier, ou peintre et verrier au sens. Sur le problème du document, mais en tout cas, je pense qu'il était vraiment. Donc, il pouvait faire. Donc, bien sûr, des vitraux sur les cartons de Cousin, et faire ses propres verrières avec ses propres cartons, étant lui-même peintre. C'est ça. Et puis, parallèlement à ça, surgit un autre dossier, qui est encore un dossier cousinesque, un peu plus, alors on sort du vitrail bien sûr, mais qui n'est pas inintéressant, parce que je dis qu'il y a un sujet cousin à Châlons, donc les vitraux de la vallée, comme un certain nombre, quasiment tous à Châlons, pour le coup Châlons, pour moi elles sont toutes sur tous les verrières sont des cartons de Jean Cousin. On a bien sûr la tenture perdue de 1535, et on a donc anciennement un triptyque offert en 1544, on est un peu après, donc ça c'est un cousin de la verse parisien. Il manque le panneau de gauche, donc un triptyque offert à la cathédrale de Châlons par le chanoine François Noël, VFN, en bas. Et donc vous avez donc, ces panneaux qui avaient été dispersés au 19e, récupérés. Il nous manque quand même encore le panneau de gauche. Et depuis assez longtemps, depuis les années 70, hein, on avait fait le lien avec un dessin attribué à Jean Cousin le Jeune, donc plus tardif. Mais maintenant on sait très bien, grâce aux études sur Jean Cousin, que même si ce dessin est tardif, on sait que le Cousin le Jeune reprenait des modèles de son père. Donc du coup, alors on est quand même très très proche, et il est probable que le dessin témoigne d'un dessin antérieur. Et c'est vrai qu'effectivement, le rapport est assez net avec la peinture, qui du coup, elle, a longtemps été attribuée un Parisien, un cousin jeune, mais finalement pas lui. Et donc finalement, voilà, et tout le corpus de cousins recomposés, en retirant ce qui paraissait, on va dire, un peu étrange, on donne à la vallée, et en attribuant à cousin jeune le fameux retable des signes de la fin du monde, le panneau de droite attaché par le Louvre, les liens avec, donc à droite cousin jeune, à gauche le peintre chalonnais. Donc du coup, alors, le panneau de Châlons devient, on va dire, attribution Jean Cousin pour l'interrogation, parce qu'il y a quand même, le panneau de Châlons est très endommagé, très abîmé, mais c'est extrêmement tentant d'attribuer. Donc du coup, là, on a quand même une question la vallée, Cousin, autour de Châlons, qui est extrêmement intéressant, puisque finalement ça comble un manque, ce dossier comble un manque dans l'historiographie, dans la connaissance de Cousin, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Là on a un cousin des années 30, il y avait quand même, on doutait que c'était à Paris, mais
il y a quelques documents, mais, voilà, mais du coup, peut-être que voilà, il est tourné vers Châlons 3 et que ces liens perdurent une fois qu'il est à Paris par les achats de ce François Noël qui commande du coup à Cousin ce tableau en 1544. Alors bien sûr, il serait intéressant d'avoir le panneau manquant, mais alors le saisie révolutionnaire, muséum de Châlons, les panneaux sont déposés manifestement à droite et à gauche. Le panneau là, bien sûr, c'est le revers, vous avez compris, de celui-là. L'un passe en collection privée, je ne sais plus lequel, l'autre chez les bonnes sœurs, qui, lors de la fermeture du couvent, l'offre du Châlons, ce qui est très bien vu que ça appartient à Châlons. Mais il nous manque le troisième, voilà, donc, qui peut-être quelque part dans une collection et qu'on espère un jour retrouver. Et puis, pour finir le dossier, est apparu en vente il n'y a pas très longtemps, donc ce rondel à gauche qui est en collection privée, qui, alors j'ai mis plus ou moins exprès à droite, j'ai mis à droite, vous avez en bas donc Fleurini, donc Chastelain sur un dessin de Cousin, sur un carton de Cousin. En haut à droite, vous avez Étienne de la Vallée sur un carton de Cousin. Et en haut à gauche, vous avez Jean Cousin, mais qui n'est traduit sur verre ni par Chastelain, ni par la Vallée. Donc manifestement, et on est à la même époque, en 1535, donc on est quelque part entre Sens et Châlons, 3. Et il y a un autre peintre verrier qui travaille sur des cartons de Cousin. Donc il y a deux têtes en fait qui vont ensemble. C'est une collection privée qui a été démantelée, donc l'autre tête est moins intéressante. Un de 30 cm, c'est-à-dire c'est une grande verrière. Alors, ça n'est pas une sibylle, on aurait pu croire une sibylle, mais elle a une double chaîne, donc c'est plutôt, puis la tête est plutôt elle observe quelque chose, donc un secondaire. Donc potentiellement, voilà un autre dossier à ouvrir, mais pour l'instant, malheureusement, on manque de verrière, donc il y a potentiellement un troisième peintre verrier qui travaille à la même époque sur des cartons de Jean Cousin. Et puis pour finir, donc, je vous ai parlé de la verrière champenoise. Je vous ai dit que le travail chalonnais était merveilleux, mais que finalement les deux grands hommes de Châlons étaient quand même des étrangers, les villes et la vallée, mais quand même il reste, si on retire ces deux ensembles, et il nous reste quelques verrières. Le problème, c'est que là on bute comme pour un finalement sur le problème du corpus, à savoir qu'on a 3 églises principales. Alors on a 5 églises anciennes conservées à Châlons. 2 n'ont plus de vitrages anciennes. Vous avez la cathédrale qui a été intégralement vitrée début 16e, donc plus de place disponible. Saint-Alpin revitré début 16e et par la vallée, quasiment plus d'espace disponible. Et Saint-Alpin pareil. Donc du coup, peut-être que les verrières des années 1530 nous échappent à travers d'autres églises. Mais on a quand même à Notre-Dame-en-Vaux une verrière qui peut montrer ce qu'était le vitrail chalonnais des années 1535-40 et qui du coup tranche considérablement avec ce qui était fait auparavant en manière champenoise. Donc peut-être aussi qu'il y a une espèce d'évolution. Et une verrière qui elle aussi montre toute la problématique de difficulté d'analyse. Vous avez donc à droite toutes ces fameuses, très content de les avoir, ces photos de avant-après. Donc c'est la verrière dans laquelle les Cosaques ont tiré. Donc vous avez dit en partie basse, on le sait, une ivresse de Noé. On voit bien que ce n'est plus le cas. Alors cette verrière a été étudiée et les conclusions qui ont été tirées en fait sont erronées. Vous avez, donc vous allez voir la complexité de la chose. Vous aviez donc jusqu'en 1814 une ivresse de Noé, manifestement là, en haut. L'ascension, pourquoi pas. En bas, ça n'est manifestement pas une ivresse de Noé, et quand bien même il nous manque des éléments, ça ne pourrait pas l'être. Vous voyez la photo avant la remise en place en 1800, fin 19e. Vous voyez que tous les litres, toutes les bordures étaient extrêmement mélangées. Aujourd'hui, elles paraissent extrêmement cohérentes. En fait, c'est très rafistolé. Donc, en fait, la cohérence n'est que apparente. Donc, première chose. Deuxième chose, personne n'a jamais regardé la partie haute de la verrière. En fait, on est dans le bas-côté nord de Notre-Dame-en-Vaux. C'est la dernière verrière de la série Bléville. En fait, c'était une verrière de Bléville, une de plus. Vous avez, j'ai confondu maintenant, à gauche, la verrière du Christ rédempteur et de la Vierge de médiation,
et à droite, vous avez le tympan de la bataille de Clavirow, la toute première de 1525. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc on peut imaginer qu'en dessous, il y avait une verrière, malheureusement, de Belleville, détruite par les Cosaques. Alors, on a quand même, malheureusement, peu d'archives, mais quand le peu d'archives qu'on a nous casse les pieds, puisqu'en fait, on a un compte de 1555-1556, qui nous dit qu'un certain Nicolas Glassius, qui est un des grands peintres verriers, une grande famille de peintres et de peintres verriers chalonnaises, qui est payé 4 livres, je dis 4 livres, quelques sous, pour avoir refait, je ne sais pas exact, une verrière en face de la Chapelle Blanche. Alors déjà, premièrement, et donc en fait, les historiens, notamment un grand historien local, les années 90, avaient dit très bien, c'est une verrière de Nicolas Glassius, 1555, avec essentiellement les litres, et la partie centrale, elle, est postérieure. Alors, c'est paraît bizarre parce qu'on ne fait pas des litres. Enfin, il y avait un problème de façon de chronologie, et sur une étude, pour le coup, uniquement iconographique, avait vu qu'il y avait deux chanoines, donc il parlait du principe qu'ils étaient frères. Ça, c'est à mon avis un peu audacieux. Alors, il avait trouvé 2 chanoines, dont un s'appelait, vous avez ici Saint-Claude et Saint-Jean-Baptiste. Alors, Saint-Claude, ça ne marchait pas, mais Saint-Jean-Baptiste s'appelle Jean. Il y en a un qui s'appelle Jean, très bien, mais le Jean, c'est très courant. Et surtout, il parlait du principe, ce qui est vrai en l'occurrence, que celui qui est en rouge est forcément le chantre, puisque, alors pour le coup, ça c'est vrai, c'est que l'habit rouge à Châlons, c'est vraiment, enfin c'est un chantre, c'est l'habit distinctif, et donc il a cherché parmi un chantre qui avait un frère qui s'appelait Jean, une famille, et il est tombé sur une famille, et donc il a été la verrière de l'année 1565-1568. Ce qui est, vu le style, est un peu audacieux. Donc finalement, c'est probablement pas ça. Rien ne dit qu'ils soient frères, ils peuvent très bien aussi être amis, etc. Même si l'un est chantre, donc ça résout. Jean, de toute façon, la moitié des chanoines s'appellent Jean, donc ça ne pose pas. Et surtout, le paiement de 1555-1556, déjà 4 livres, c'est pas suffisamment pour payer même des litres, et en fait, c'est pas la bonne verrière, c'est celle d'en face. Donc, conclusion, rien ne repose sur rien. Donc, en reprenant à zéro le dossier, donc, verrière de Bléville, détruite par très endommagée par les Cosaques, et ensuite rapiécée en récupérant des panneaux d'ailleurs. Alors, peut-être que les litres étaient là, mais en tout cas pas ceux. Ils sont très difficilement datables, donc c'est un peu compliqué. Et les panneaux eux-mêmes, ils peuvent venir. Alors, on a un transept en face, mais pas de grande verrière. D'ailleurs, rien ne dit que les panneaux viennent de l'église. Ils sont probablement locaux, mais ça peut très bien venir on est en 1814, il peut y avoir des vitraux encore en caisse, l'église détruite, ou les autres églises avant le passage de Grenecki, de Killermy, qui ont été placés que personne n'a gagné la trace. En tout cas, et on voit très bien qu'ils ont été raccourcis. Vous avez les chanoines qui regardent un peu en l'air, ça ne marche pas. C'est une grande verrière, manifestement, et on est plutôt vers 1535-1540, beaucoup plus tôt. Et donc c'est peut-être là qu'il faut chercher finalement des verrières de très grande qualité, qui ne sont ni Bléville, ni la vallée, mais qui là on touche du doigt peut-être ce corpus chalonnais qui nous échappe totalement actuellement, et je vous remercie.